Une tombe creusée, mais jamais comblée. À qui était-elle destinée et pourquoi est-elle restée vide? Bienvenue sur Contes Policiers. Je suis votre hôte Lucas. Développons cette communauté d'amateurs de mystères. Laissez un commentaire avec votre localisation. Vos messages me font toujours plaisir, merci d'être là, commençons. C'était le genre de journée que les villageois de Saint Mildred décriraient plus tard avec une étrange froideur dans la voix. Une de ces matinées trop parfaites, où le soleil dorait chaque poteau de clôture et où les lilas se drapèrent de fleurs comme des paroissiens sages en tenue de Pentecôte. L'air embaumait l'herbe coupée et le cirage du palissandre. Les haies venaient d'être taillées pour le jardinage annuel du cimetière, et le vicaire, le révérend Silas Petherbridge, devait juger le concours avec son impartialité habituelle. Mademoiselle Jane Marple, assise tranquillement sur un banc peint près de la grille du presbytère, portait ses gants gris tourterelles et un sac à main en paille rempli de laine à tricoter, bien qu'elle n'eût aucune intention de tricoter ce matin-là. Ses yeux bleu pâle observaient avec un intérêt discret les villageois qui entraient, apportant bouquets, ragots et paniers de tartelettes à la confiture pour la table des rafraîchissements. C'était une scène réconfortante. Des enfants jouant à chat près des pierres tombales couvertes de mousse, des dames disposant des chaises pliantes, et le major Elworthy se plaignant du gel tardif qui ruinait sa glycine. Et pourtant, pour Miss Marple, quelque chose semblait bizarre. Le malaise a commencé curieusement avec une pierre tombale. « Dis donc !» cria le jeune Timothy Ross, le garçon boucher, alors qu'il courait après sa balle de cricket devant la porte de la Liche. Celle-ci est nouvelle, n'est-ce pas? Un groupe de dames, dont Madame Edgecombe, qui présidait le comité des fleurs avec une gentillesse implacable, se tourna vers le jeune homme. La pierre tombale qu'il lui montra était en marbre blanc, propre et éclatant, d'une fraîcheur incongrue au milieu de l'ardoise patinée par les intempéries et des stèles couvertes de mousse. Madame Edgecombe fronça les sourcils. Nouveau. Je ne me souviens pas que le conseil ait approuvé un autre terrain. À qui appartient-il? Miss Marple se leva et s'approcha. L'inscription, encore nette et intacte, disait simplement « Robert Willoughby, né en 1886, décédé en 1958. Que la paix soit avec lui. » Je ne crois pas, dit Miss Marple d'une voix douce, que quelqu'un portant ce nom ait été enterré ici. Du moins, pas au cours de ce siècle. Mais la date est 1958, dit Timothy en fronçant le nez. Et cette pierre n'était pas là hier. J'ai joué aux billes juste là. Madame Edgecombe parut bouleversée. Nous n'avons pas eu d'enterrement, pas de funérailles, pas de Willoughby à Saint Mildred, du moins à ma connaissance. C'est tout à fait déplacé. Le révérend Petherbridge se précipita, sa robe flottant au vent, ajustant ses lunettes. Il s'agenouilla près de la pierre et la tapota légèrement. Le son ne sonnait pas creux, mais la sensation était incongrue non plus. Miss Marple remarqua que les doigts du vicaire s'attardaient sur la base, traçant l'endroit où la pierre rejoignait le sol. « Quelqu'un l'a placée ici récemment, » murmura-t-il, « et sans que l'Église le sache. » Miss Marple ne dit rien, mais ses pensées s'agitaient comme l'aiguille dans la machine à coudre à pédales de sa grand-mère. Une tombe sans corps, ou peut-être pire encore, une tombe pour détourner l'attention de ce qui se trouvait en dessous. À midi, le soleil était devenu aveuglant et aveuglant, projetant des ombres austères entre les pierres. La rumeur de la tombe mystérieuse s'était déjà répandue à Saint Mildred à une vitesse impressionnante. Le temps que les tartelettes soient dévorées et les chrysanthèmes jugés, 3 théories concurrentes circulaient dans les parterres de fleurs. Madame Edgecombe a affirmé qu'il s'agissait d'une farce de cet horrible artiste qui loue Fern Cottage, c'est-à-dire du jeune monsieur Lawrence Dean, qui avait effectivement peint des pierres tombales une fois pour une exposition londonienne intitulée « Calme et repos ». Madame Headley, la receveuse des postes, jura que c'était un mauvais présage, un signe annonciateur du malheur qui allait s'abattre sur le village. « Vous me croyez, murmura-t-elle à l'épicière, quelqu'un va mourir dans la semaine. Ça arrive toujours quand on dérange les tombes. »
et la vieille Madame Partridge, à moitié sourde et aussi affûtée qu'une ronce, murmura simplement « Robert Willoughby est bel et bien mort, mort depuis longtemps, mais pas enterré ici. » Cette dernière remarque, curieusement, Miss Marple la considérait comme la plus utile. Le lendemain, les choses ont dégénéré. À 8 heures précises du matin, le gendarme Greaves arriva au cimetière convoqué par le révérend Petherbridge après qu'un événement plus qu'inquiétant se soit produit. La pierre tombale avait disparu, partie, sans laisser de traces. La terre n'était plus fraîchement labourée. La parcelle semblait intacte, comme si personne ne l'avait touchée depuis des mois, et encore moins depuis un jour. Miss Marple, qui passait par hasard pour apporter un pot de confiture de groseilles au presbytère, s'arrêta juste après la porte de la liche et ajusta ses lunettes. « Mon cher révérend, dit-elle doucement, êtes-vous certain de ne pas avoir tout imaginé ?» Silas Petherbridge avait l'air d'avoir été insulté par sa mère. « Mademoiselle Marple, je vous assure que je ne suis pas du genre à me laisser aller à des élucubrations. »« Non, dit-elle placidement. Mais d'autres le sont. » L'agent Greaves se gratta la tête. Pas de pierre, pas de nom, pas de crime. Il parut gêné. Ça pourrait être des vandales. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il piéger un cimetière? Aucune trace de pneus ni de traînée, murmura Miss Marple en scrutant l'herbe. Mais je suppose que quelqu'un a pris grand soin de la voiture. Et dans quel but? Demanda le vicaire. Pour être sûr que quelqu'un le voie, répondit-elle, avant qu'il ne disparaisse. Ce soir-là, dans le salon douillet du vieux presbytère, Miss Marple se servit une modeste tasse d'Earl, graisse et contempla la lumière déclinante qui effleurait les ifs. Ce n'était pas un meurtre, pas encore, mais c'était, pensa-t-elle, un message, Robert Willoughby. Elle n'avait jamais connu ce nom personnellement, mais il y avait eu une famille Willoughby à Westmoreland, si ma mémoire était bonne. Et il y avait eu un scandale, discret bien sûr. Mais c'était toujours le genre de scandale le plus dangereux. Elle se rassit et reprit son tricot, de la laine vert pâle, destinée à devenir un pull pour le nouveau-né de la jeune Daisy Larche, et tandis que le motif prenait forme sous ses doigts, elle sentit aussi que la pierre tombale n'était que la première maille d'un projet bien plus complexe. Un puzzle se formait, et à St. Mildred's, les énigmes ne restaient jamais enterrées bien longtemps. Le lendemain matin, la nouvelle de la mystérieuse pierre tombale s'était répandue à St. Mildred comme une traînée de poudre sur des scones chauds. Du comptoir du boucher au polisseur de banc, chacun avait son mot à dire, et la plupart le disaient avec une assurance remarquable, malgré le peu d'informations disponibles. À l'épicerie et aux provisions de Wadsworth, Madame Lillian Bentham, qui avait failli devenir mère du conseil paroissial, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle avait vécu sous 2 noms de famille, pour des raisons jamais complètement élucidées, discutait près des boîtes de sucre. Eh bien, j'ai entendu ma belle, à la bibliothèque, annonça-t-elle d'une voix basse mais qui portait comme le vent au-dessus des champs, que la pierre était parfaitement légitime, commandée par un parent de l'extérieur qui ne voulait pas d'enterrement. Il disait que le pauvre homme était mort à l'étranger, en Espagne ou au Maroc, dans un endroit avec des palmiers. Monsieur Wadsworth cligna des yeux derrière le comptoir. « C'est drôle, dit-il doucement, depuis que le révérend Petherbridge a vérifié auprès du conseil diocésain. Pas de permis, dit Numé, pas de registre, rien. Exactement, murmura Madame Bentham en haussant un sourcil. Quel genre de personne est enterrée en secret, je vous le demande. Monsieur Wadsworth, qui avait un front naturellement méfiant et une profonde admiration pour les capacités de raisonnement de Miss Marple, hocha simplement la tête et enveloppa une demi-livre de sucre d'orge. Pendant ce temps, à la poste, Madame Headley avait transformé l'événement en un récit édifiant pour chaque client achetant des timbres. « Notez-moi bien, » dit-elle en saluant d'un signe de tête une fille de la boulangerie. « Chaque fois que vous voyez des pierres tombales sans cadavre, ce n'est jamais une farce, c'est un avertissement. »« Un avertissement de quoi ?» demanda la jeune fille. Visiblement ravie, quelque chose de maléfique.
quelqu'un qui essaye d'enterrer quelque chose ou quelqu'un qui ne devrait pas être enterré. Et à cet instant précis, dans le petit salon d'Ivy Tree Cottage, la seule personne qui ne se livrait pas à des spéculations élaborées était Miss Marple elle-même. Assise calmement près de la fenêtre, elle raccommodait un gant avec une précision qui semblait chirurgicale. Un petit carnet était posé à côté de sa tasse de thé, ne contenant que 2 mots, Willoughby, enquête. Miss Marple disait souvent qu'il existait des schémas dans le comportement humain qui se répétaient, avec une précision troublante. Vanité, jalousie, dissimulation, orgueil, telles étaient les couleurs dont les gens peignaient leurs secrets, toutes générations confondues. Et il n'était pas rare, songea-t-elle, que des hommes tentent de réécrire l'histoire en utilisant la pierre plutôt que la mémoire. Plus tard dans l'après-midi, Sarah Mildred a eu son prochain allaitement communautaire. Elle venait du vieux monsieur Percival Trant, gardien du cimetière depuis près de 40 ans, un homme aux doigts jaunes de nicotine et à la démarche de crabe. Il arriva au presbytère, visiblement, bouleversé, tenant un morceau de papier roulé qu'il prétendait avoir trouvé sous le rosier, à l'endroit même où se trouvait la pierre tombale. Un mot, souffla-t-il tandis que le révérend Peter Bridge lui offrait un verre de sherry. Enfoui dans la terre, il reste là, comme un marque-page. Le vicaire, peu connu pour ses réactions dramatiques, pâlit visiblement en déroulant le papier. Là, dans une encre étroite et délavée, le passé n'a jamais été enterré. Il a menti. Et maintenant, il repose ici. Pas de signature, pas de date. L'agent Greaves fut de nouveau appelé. Il examina la note en plissant les yeux, la renifla, la retourna et la déclara, troublante, certes, mais loin d'être criminelle. Miss Marple, qui était arrivée juste à temps pour entendre cette proclamation, pencha la tête. « Pardonnez-moi, agent, » dit-elle avec une joie polie, « mais il me semble que l'implication est plutôt sinistre. » Greaves cligna des yeux. « Eh bien, ce pourrait être une absurdité poétique, ou un parent mécontent qui lave du vieux linge. »« En effet, » répondit Miss Marple, « mais même le vieux linge, une fois enterré, a tendance à laisser des taches désagréables. » Le gendarme ne savait pas trop quoi répondre à cela, et il marmonna donc quelque chose à propos de vérifier les registres locaux avant de s'excuser. Le révérend Peter Bridge a remis la note à Miss Marple. « Tu as vu bien des choses dans ta vie, » dit-il en posant son regard sur son visage. « Qu'en penses-tu » Elle le tenait légèrement comme si elle craignait qu'il ne s'effrite. Le texte est accusateur. Celui qui a écrit cela s'est senti lésé. Mais plus que ça, il s'est senti suffisamment en confiance pour revenir ici. C'est audacieux. Le vicaire déglutit. « Tu crois qu'ils reviendront ? Je pense plutôt, répondit-elle calmement, qu'ils ne sont jamais vraiment partis. Le village, bien sûr, a réagi à sa manière. À la tombée de la nuit, il était interdit aux enfants de jouer près du cimetière. Des bougies étaient allumées sur les rebords de fenêtres, non pas pour une quelconque pratique religieuse, mais dans le vague espoir que la lumière éloigne les mauvais esprits ou la vérité, selon ce qui se révélait le plus dangereux. Au Crown and Buckle, le pub local, les conversations passèrent des scores de cricket à une grave conspiration. M. Craggs, instituteur à la retraite, était certain que l'affaire était liée à un vol vieux de plusieurs décennies, Willoughby. Ce nom est lié à l'affaire de la Caxton Bank, 1912. Je parierais ma ration de tabac là-dessus. D'autres ont proposé une trahison secrète en temps de guerre, où l'idée beaucoup plus imaginative que Robert Willoughby n'était jamais mort du tout, mais avait simulé sa mort, était revenu déguisé et avait placé sa propre pierre tombale en guise d'adieu énigmatique. Alors que le tenancier servait une autre tournée de bière blonde, quelqu'un demanda « Où est Miss Marple, au fait ?»« Elle sait toujours ce qui se passe. »« Observez, » dit Craggs d'un ton sage, « toujours observer. » Comme un chat dans un trou de souris, et c'était effectivement le cas. Depuis sa fenêtre d'angle, derrière des pots de géranium et des rideaux de dentelle, Jane Marple relisait tranquillement
une vieille coupure de presse dénichée dans une boîte de son bureau. C'était une nécrologie de journal jaunie par le temps. Le célèbre antiquaire Robert Willoughby décède à l'étranger dans des circonstances soudaines. L'article était bref, ne mentionnant que peu de choses. À part un titre professionnel, quelques vagues références au travail colonial en Afrique du Nord et le nom d'un parent survivant, Margot Elinor Willoughby, née Farrington, résidence. Inconnue. Miss Marple tapota la coupure de presse avec son index. Le nom Farrington Sella réveilla quelque chose en elle. Où l'avait-elle déjà entendu? Il n'y a pas longtemps, et pas loin de chez elle. Elle jeta un coup d'œil au téléphone. Tentez, mais non, trop tôt pour poser des questions. Laissons le village s'agiter. La vérité, elle le savait, n'était jamais dans les cris. Elle était dans le silence. Qui se souvenait de quoi, qui prétendut ne pas le faire, et qui avait trop peu de choses à dire. Elle sirota son thé maintenant froid et reprit son reprisage. Quelque part à Sainte-Mildred, quelqu'un avait placé cette pierre tombale, non pas par farce ni par hommage, mais en guise de déclaration. Quelqu'un voulait que le village la voie. Quelqu'un qui croyait que l'histoire de Robert Willoughby n'était pas encore terminée. Et Miss Marple, avec la patience du lierre et la perspicacité de l'âge, serait prête lorsque le fil suivant se révélerait. Ce n'était pas exactement le silence. Les enfants criaient encore dans les cours d'école et les vélos roulaient sur les pavés. Mais une méfiance tacite s'était installée dans le village. De celle qui faisait baisser les rideaux un peu plus tôt, parlait à voix basse même à l'intérieur et regardait par-dessus son épaule en passant devant le cimetière. Aucune nouvelle pierre tombale n'était apparue, mais son fantôme persistait dans chaque conversation. Miss Marple, pour sa part, maintenait son rythme de vie habituel. Elle assistait au cercle de broderie du mercredi chez Madame Fosdike, visitait le presbytère avec un nouveau pot de confiture de rhubarbe et de fleurs de sureau, et faisait des promenades quotidiennes avec son parapluie soigneusement fermé, bien que la pluie n'ait pas touché Sainte-Mildred depuis 15 jours. Et pourtant, derrière cette douce routine, son esprit travaillait sans cesse. La note trouvée. Près de la tombe, le nom Robert Willoughby, la curieuse disparition de la pierre, tout cela était déroutant. Mais ce qui la frappait le plus, c'était son caractère délibéré. Quelqu'un avait pris la peine de sculpter une pierre, de la transporter discrètement dans le cimetière et de la placer de manière à attirer le plus grand nombre de regards, puis de la retirer entièrement en quelques heures. Ce n'était pas l'œuvre d'un fou. Non, c'était une mise en scène trop minutieuse. C'était une pièce de théâtre ou un message. Et ainsi, Miss Marple s'est mise à rassembler des faits à sa manière, avec douceur. Son premier arrêt fut la salle des archives paroissiales, un endroit où peu de gens entraient, sauf pour retrouver de vieilles cartes ou des actes funéraires à des fins administratives. C'était un petit espace sombre, niché sur le côté de la sacristie de l'église, rempli de registres fragiles, de parchemins tachés par les intempéries et de boîtes de correspondance jaunies datant de l'époque de la reine Victoria. Miss Marple, accueillie par l'odeur de moisie et de poussière, a trouvé exactement ce qu'elle espérait après une heure de navigation tranquille. Il n'y avait jamais eu de trace d'un Robert Willoughby enterré à Sainte-Mildred's, ni dans un rayon de 30 kilomètres. Elle a cependant découvert quelque chose de plus curieux, une entrée datée de 1902, de la main du vicaire de l'époque, concernant la réservation d'un terrain. Le nom indiqué était Farrington, et la marge portait la phrase en fiducie pour les besoins futurs de la famille. Cette parcelle particulière, selon le schéma brut, correspondait exactement à l'endroit où se trouvait la mystérieuse pierre tombale. Miss Marple resta assise, très immobile, réfléchissant à l'information. Une parcelle réservée mais jamais utilisée. Une pierre tombale portant un autre nom, posée sans autorisation. Une note énigmatique impliquant une trahison. Et le vague souvenir d'un Margot Farrington, qui avait été mentionné dans cette nécrologie vieille de plusieurs décennies.
Les choses commençaient à s'aligner. Pas encore clairement, mais les fils n'étaient plus tendus. Ils commençaient à tirer dans une seule direction. Elle ferma le registre et se dirigea vers le presbytère. Le révérend Peter Bridge, toujours reconnaissant envers Miss Marple pour sa perspicacité discrète, l'accueillit avec une théière, de thé au jasmin et un froncement de sourcils confus. « Vous en êtes bien sûr ?» demanda-t-il en relisant la page annotée des archives qu'elle avait apportées avec elle. « C'est sûr, » dit Miss Marple. « Cette parcelle n'a pas été officiellement attribuée depuis 1902. Mais je me demande si quelqu'un a cru qu'elle lui appartenait de droit. » Le vicaire se renversa dans son fauteuil. Cela expliquerait pourquoi il n'y a eu aucune demande d'enregistrement d'enterrement ni d'approbation de pierre tombale. Mais pas pourquoi quelqu'un se donnerait autant de mal pour créer l'illusion d'une sépulture, à moins, dit-elle doucement, qu'ils espèrent réveiller la mémoire de quelqu'un ou le culpabiliser. Silas cligna des yeux en la regardant. « Tu penses que c'est pour attirer quelqu'un ?»« Je pense, » répondit Miss Marple en se versant une modeste demi-tasse, « que quelqu'un souhaite rappeler à ce village quelque chose qu'il préférerait oublier. » Il y eut une pause. Le vicaire dit alors « Croiriez-vous, Jane, que ce n'est pas le premier incident étrange à se produire près de cette partie du cimetière ?» Elle leva les yeux, immédiatement alerte. « L'été dernier, » poursuivit-il, « Percival Trent a trouvé le portail latéral entrouvert un matin. Une truelle et des traces de pas boueuses près de ce même coin. Nous avons supposé que c'était un enfant, ou peut-être encore ce renard. Mais maintenant, il secoua la tête. On dirait que c'est un élément de quelque chose de plus grand. Puis-je emprunter l'ancien recensement paroissial ? Demanda-t-elle. Celui des années de guerre ? Bien sûr. Bien, je crois que nous ne cherchons pas un inconnu, mais quelqu'un de connu, même s'il n'a pas été vu récemment. Ce soir-là, Miss Marple rendit visite à une vieille connaissance. Clara Whitlow avait été femme de ménage à Charnley House, la grande propriété à quelques kilomètres de St. Mildred, aujourd'hui transformée en appartement. Aujourd'hui âgée, presque aveugle, et vivant chez sa nièce, Clara avait conservé une mémoire vive, même si sa vue ne lui servait plus. « Ma chère Jane Marple », croassa Clara de joie en entendant frapper à la porte. « Je n'ai pas eu de ragot digne de ce nom depuis des mois. » Miss Marple sourit et lui offrit un sachet de bonbons à l'orge. « Je me demandais, » dit-elle après les civilités d'usage, « si vous vous souveniez d'une certaine Miss Farrington. Margot, je crois. Elle aurait fréquenté St. Mildred. Il y a une 50aine d'années. » Clara fronça les sourcils. Margot Farrington, grande fille, cheveux dorés, un peu colérique mais très raffinée. « Tu la connaissais ?»« Je la connaissais, » dit Clara. « Elle a passé un été au Larkspur Cottage. Un scandale, tu sais. » Miss Marple hocha patiemment la tête. « Scandale ?» Elle était fiancée à l'un des frères Willoughby. Robert, je crois. Il venait d'une famille aisée mais avait des ennuis à l'étranger. On murmurait qu'il était mêlé à des affaires embarrassantes, de la contrebande ou autre. Puis un jour il a disparu. Elle est partie peu de temps après. On disait qu'il était mort. Mais personne ne savait vraiment. Le cœur de Miss Marple s'accéléra. Et elle n'est jamais revenue? Non. Mais la propriétaire de Larkspur, la vieille Miss Deering, avait conservé une lettre. Elle disait qu'elle devait être remise si jamais il y avait une tombe. Une tombe? Clara sourit d'un air narquois. C'est bête, non? Mais c'est ce que j'ai entendu. S'il y a jamais eu une tombe pour Robert, donnez-lui la lettre. Bien sûr, mademoiselle Deering est partie. Mais sa nièce a repris le cottage. Vous pourriez lui demander. Je pense que je le ferai. Alors que Miss Marple rentrait chez elle sous la lumière dorée de la fin d'après-midi, elle sentit le vent tourner. Les morceaux devenaient plus nets, les bords apparaissant. Quelqu'un avait marqué cette tombe pour Robert Willoughby, non pas par chagrin mais comme un signal. Le nom de Farrington était revenu au village, et avec lui, un secret trop longtemps, enfoui. Le lendemain matin, le village s'éveilla sous une légère brume ondulante sur la verdure, adoucissant les contours et étouffant les pas. Miss Marple se tenait devant le portail de son jardin,
contemplant les haies argentées par la rosée avec sa sérénité habituelle. Pourtant, derrière son expression posée, un réseau de questions se resserrait dans ses pensées. Les souvenirs de Clara Whitlow avaient confirmé beaucoup de choses et en avaient même suggéré davantage. Des fiançailles secrètes, une disparition soudaine, une lettre laissée sur place destinée à être remise seulement, s'il y avait jamais une tombe. Miss Marple avait rarement entendu une situation aussi curieuse et aussi pointue. Le problème, avec les secrets dans un village comme Sainte Mildred bien sûr, c'est qu'ils ne meurent jamais. Ils s'estompent peut-être et se perdent dans des ragots à moitié oubliés et des omissions polies. Mais si l'on sait où écouter, et Miss Marple le savait toujours, leurs murmures refont surface comme de vieilles racines perçant une pelouse bien entretenue. Ce matin-là, elle ne se dirigea pas vers le cimetière, mais vers Larkspur Cottage. Larkspur Cottage. Désormais sous la garde de Miss Ivy Dearing, nièce de Miss Gertrude Dearing, décédée depuis longtemps, était une modeste maison en briques rouges nichée entre des sureaux et des murs bas en pierre à l'autre bout du village. Ivy était une femme d'une 60aine d'années, aux manières vives et perpétuellement méfiantes envers les visiteurs, à moins qu'ils n'apportent du gâteau éponge ou des nouvelles locales. « Je n'ai pas le temps pour les bêtises », déclara-t-elle en ouvrant la porte, les yeux plissés vers Miss Marple d'un air soupçonneux. « Et je n'ai pas pris de locataire depuis plus de 5 ans. Je ne suis pas venue non plus pour me renseigner, » dit Miss Marple avec une grâce parfaite. « J'espérais simplement vous interroger sur une lettre que votre tante avait autrefois conservée pour une certaine Miss Margot Farrington. Elle était destinée à être transmise, si jamais, formulation assez étrange, je l'avoue, une tombe pour Robert Willoughby était trouvée. » À cela, Ivy Dearing cligna des yeux. « J'avais oublié ce nom, » dit-elle après un long silence. « Mais oui. Tante Gertie avait une idée bizarre de cette lettre. Elle la gardait dans une boîte en fer avec de vieilles cartes de Noël et des recettes de vin de sureau. Elle disait qu'elle était destinée à un visiteur en deuil qui n'est jamais revenu. Savez-vous si la lettre existe toujours ?» Miss Dearing disparut sans un mot à l'arrière du cottage. Les minutes passèrent. Les oiseaux gazouillèrent et se turent. Finalement, elle revint, tenant une vieille boîte en fer blanc enveloppée de ficelles. « Je ne savais pas si ça valait la peine de le garder, » murmura-t-elle en le lui tendant. « Mais je ne jette jamais rien. Mauvaise habitude. » À l'intérieur, sous des recettes de curling et une invitation à une fête datée de 1955, se trouvait une petite enveloppe avec un seul nom sur le devant. « Mademoiselle Monsieur Farrington, à livrer si la tombe est marquée. » Le sceau n'était pas brisé. Miss Marple le regarda en silence. « Puis-je le garder ?»« Prends-le, » dit Ivy en se détournant déjà. « Les fantômes appartiennent aux vivants s'ils doivent déranger quelqu'un. » Miss Marple n'ouvrit pas la lettre. Pas encore. Elle la glissa délicatement dans son sac à main et reporta son attention sur autre chose. Il était temps, décida-t-elle, de parler à ceux du village qui avaient le plus à perdre ou à gagner, à cause de la réapparition soudaine du nom de Robert Willoughby. Sa première étape fut Fern Cottage, résidence de M. Lawrence Dean, le jeune artiste souvent évoqué avec suspicion par ceux qui se méfiaient des créatifs. Il s'était installé dans le village un peu plus d'1 an auparavant, louant la petite maison recouverte de lierre, laissée vacante après le décès de son précédent propriétaire. Son œuvre, paysages, gravures sur bois et quelques portraits, était admirée par certains, mais rejetée par la plupart comme une absurdité moderne. Elle le trouva dehors en train de tailler la vigne sauvage qui grimpait sur sa clôture. « Mademoiselle Marple » s'écria-t-il avec un sourire surpris, « à quoi me vaut ce plaisir? Vous avez eu affaire à la sculpture, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Dans vos expositions. » Il cligna des yeux. « Quelques pièces, oui, mais surtout des œuvres conceptuelles, des installations éphémères, quelques façades en marbre. Pourquoi ? Je me demandais si vous aviez quelque chose à voir avec la récente décoration du cimetière. »
Son sourire s'effaça, remplacé par une lueur d'inquiétude. « Tu parles de la mystérieuse pierre tombale ?» Elle hocha la tête. « Non, » dit-il rapidement, avant de marquer une pause. « J'admirais pourtant le savoir-faire, si je puis dire. Celui qui l'a sculpté avait du talent. À l'ancienne, presque respectueux, mais non, ça ne me regarde pas. On ne vous a pas demandé de le créer pour quelqu'un d'autre, ou d'aider à son placement? Pas du tout. Et pour être honnête, j'ai trouvé ça dérangeant, trop théâtral. » Miss Marple étudia son visage, remarquant la rougeur de ses joues et la façon dont ses yeux ne rencontraient pas les siens. « Vous avez déjà entendu ce nom, je suppose. Willoughby ?» Il hésita. « Oui, de la part de la receveuse des postes, Madame Headley. Tout le monde n'a parlé que de ça, mais je ne connaissais pas cet homme, si c'est ce que vous demandez. » Elle le remercia, lui adressa un dernier sourire et poursuivit son chemin. Il était inquiet, mais peut-être pas coupable. Plus probablement, il craignait d'être accusé à tort. Les artistes, Miss Marple le savait, vivaient souvent dans cet inconfortable entre fascination et suspicion. Sa visite suivante la conduisit à Highfield Lodge, demeure de Madame Adela Crowthorne, une veuve au visage anguleux connue pour ses liens, avec la vieille fortune et ses vieux scandales. La rumeur disait que son défunt mari avait investi dans des entreprises maritimes douteuses avant la guerre. On disait aussi qu'elle avait eu une liaison avec un explorateur disparu au Maroc, Adela, reçut Miss Marple dans un salon rempli de tapis orientaux, de photographies de chameaux et du léger parfum d'essence de rose. « J'ai connu un Willoughby autrefois », dit-elle d'un ton léger en sirotant un thé à la menthe. « Un homme grand, des dents affreuses, des mains de pianiste. On s'est rencontrés à Tanger. »« Robert ? C'est possible ? C'est un nom tellement courant, non ? Mais je me souviens qu'il a disparu assez soudainement. Une histoire de relique disparue sur un site de fouilles. Je n'ai jamais cherché à en savoir plus. Tu ne penses pas qu'il soit venu en Angleterre par la suite ? » Adela eut un frisson théâtral. « Pas pour me voir. Pourtant, j'ai reçu un jour un colis sans adresse de retour. Un pendentif en argent de forme étrange, plutôt mauresque. Tu l'as toujours ? » Elle secoua la tête. « Mes bijoux ont disparu lors du cambriolage de l'année dernière. Une perte parmi tant d'autres. » L'esprit de Miss Marple fonctionnait à plein régime. Robert Willoughby, des mains comme un pianiste, impliqué dans des artefacts étrangers, disparaissant d'une vie et revenant peut-être pour marquer sa propre tombe. Madame Crowthorne ne mentait pas, du moins pas ouvertement, mais elle avait dit sa version de la vérité, celle qui était teintée de parfum et d'omissions polies. De retour à Ivy Tree Cottage, Miss Marple déposa la lettre de Larkspur Cottage sur son bureau. Le crépuscule approchait et l'horloge de la cheminée résonnait régulièrement dans le silence. Elle attrapa son coupe-papier d'un geste décisif et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, pliée une fois. « Ma très chère Margot, si jamais vous lisez ceci, alors soit je suis vraiment mort, soit quelqu'un a prétendu que je l'étais. J'ai fait ce que je devais. Vous devez le comprendre. Les autres ne m'ont jamais pardonné d'être parti. Mais vous, si, le registre reste caché. Ils ne doivent jamais le retrouver, ni dans l'église, ni près des roses. N'en parlez à personne. Faites confiance à Clara. Si jamais vous revenez, brûlez ceci. Avec le cœur qu'il me reste, Robert. » Miss Marple lut la note 2 fois, son expression indéchiffrable. Donc, il y avait eu un registre. Et Robert avait non seulement craint des représailles, mais il avait prévu que sa mort serait remise en question, peut-être même mise en scène. Ou, pire, corrigée, et Clara Whitlow. La seule personne nommée, Miss Marple attrapa immédiatement son manteau. Le crépuscule s'était enroulé autour de Sainte Mildred, tel un châle usé, obscurcissant le village de douces silhouettes et de lampes vacillantes. Les cheminées soufflaient, doucement le long des toits, et l'air embaumait un parfum de tourbe et de pommes à cuire. Mais à l'intérieur d'Ivy Tree Cottage,
La lampe du salon brûlait sans interruption, tandis que Miss Marple repliait délicatement la lettre signée par Robert Willoughby, Clara Whitlow. Il avait écrit « Fais confiance uniquement à Clara ». Pas une simple allusion. Pas dans une lettre destinée à ne jamais être lue, sauf en cas de problème. Miss Marple connaissait ce genre de confiance, née du secret et non du sentiment. Ainsi, un peu plus de 6h30 plus tard, elle enfila son manteau, boutonna le bouton du haut et repartit dans la soirée qui s'annonçait. La maison de Clara Whitlow, une étroite maisonnette en pierre bordée d'une haie de Troène, appartenait à la famille de son défunt mari depuis des générations. Elle était rangée comme le faisaient les vieilles femmes qui se souvenaient du rationnement, avec des contreplaques en dentelle, des coussins crochetés et des ornements en laiton si polis qu'ils captaient la moindre lueur du feu. Clara, emmitouflée, dans un épais cardigan, ouvrit la porte avec un sourire. « De retour, Jane. Tu dois vouloir plus que des bonbons à l'orge cette fois. »« Clara, » dit Miss Marple doucement en entrant, « Robert Willoughby t'a-t-il déjà donné quelque chose à garder pour lui ?» Il y eut une pause. La chaleur dans l'air semblait changer. Clara baissa les yeux sur ses pantoufles. « Alors, tu as trouvé... » « La lettre. » Miss Marple hocha légèrement la tête. « Parti avec Ivy Deering, oui. Et il a mentionné votre nom. Il a dit que le registre était caché. Il a dit de ne faire confiance qu'à vous. » Pendant un long moment, Clara Whitlow resta silencieuse. L'horloge de la cheminée marqua 12 battements irréguliers avant qu'elle n'expirât. « Je pensais qu'il n'aurait plus jamais l'occasion d'en parler, » dit-elle enfin d'une voix cassante mais assurée. C'était il y a si longtemps. Miss Marple attendit patiemment. Inutile de presser Clara. Après tout, la vérité mettait du temps à se dévoiler. Clara s'approcha de la vieille cheminée et toucha l'un des chenets en laiton. Robert ne se consacrait pas seulement à l'archéologie à l'étranger. Il était en possession d'un objet plutôt controversé. Un registre. Nom, transaction, localisation. Certains disent qu'il reliait les collectionneurs aux objets pillés. Il ne l'a jamais admis. Pas exactement. Mais il l'a laissé entendre. Il a dit qu'il craignait ce qui pourrait arriver s'il tombait entre de mauvaises mains. « Et le grand livre » demanda doucement Miss Marple. « Je ne l'ai pas, » dit Clara. « Mais je sais où il l'a laissé. Ou plutôt, où il dit-il l'a laissé sous le rosier au fond du cimetière, près du mur sud. Il a marqué l'endroit un jour avec une petite chouette en pierre. Je ne devais jamais m'en approcher, sauf s'il lui arrivait quelque chose. Je pensais que tout serait oublié. » Miss Marple sentit un curieux picotement dans la nuque. Le mur sud pompe près du coin même où la pierre tombale fantôme était apparue. Quelqu'un le savait. Quelqu'un autre. Et la chouette a-t-elle déjà été déplacée? Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Maintenant que tu le dis, oui. Je suis passé par là il y a 2 semaines et elle avait disparu. J'ai supposé qu'elle avait été volée par des enfants ou renversée par un animal. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Ils restèrent assis ensemble en silence pendant quelques instants. Dehors, la brume pressait les vitres comme une oreille attentive. Finalement, Miss Marple se leva. « Merci, Clara, tu m'as aidé plus que tu ne le penses. » Le lendemain matin s'annonça gris et maussade. Le genre de journée où tout semblait enveloppé de laine. Miss Marple, après un léger petit déjeuner composé de marmelade sur du pain grillé et d'un demi-œuf à la coque, téléphona au presbytère et organisa une visite privée du cimetière. Le révérend Peterbridge, perturbé mais coopératif comme toujours, l'escorta sur le chemin de gravier derrière l'église jusqu'au mur sud. « Cette partie est rarement visitée, » dit-il. « Pas de sépulture récente ici, trop ombragée. Le lierre a envahi une grande partie de la maçonnerie. »« Exactement, » dit Miss Marple en regardant par-dessus ses lunettes, et précisément là où l'on cacherait quelque chose, à la vue de tous. Elle se pencha près du massif de rosiers enchevêtré. Le sol était humide, mais pas meuble. Elle traça un demi-cercle de terre aplatie et s'agenouilla avec précaution. Ses doigts effleurèrent quelque chose d'inconnu dans le sol.
lisse, courbée et visiblement sculptée. Elle le retira doucement. C'était un petit hibou en pierre. « Comme Clara l'a décrit, » murmura-t-elle. « Quelqu'un a déjà perturbé ce terrain? Pensez-vous que c'était Robert lui-même » demanda le vicaire. Miss Marple se leva et épousseta ses gants. « Oh, plutôt quelqu'un qui voulait faire croire qu'il l'avait fait, ou qu'il regardait encore. Mon Dieu !» Ils se retournèrent tous deux à l'arrivée de l'agent Greaves, discrètement appelé par Miss Marple plus tôt dans la matinée. Ses bottes craquèrent doucement sur le gravier. « Vous m'avez demandé d'apporter une truelle, » dit-il en observant la scène. « Vous êtes sûre de vous, madame ?»« Tout à fait sûre. » Greaves s'agenouilla et commença à creuser. Le sol céda lentement d'abord, puis laissa place à quelque chose de solide. Une boîte en fer blanc rouillé, hermétiquement fermée, portant le loquet rouillé d'un long secret. Le gendarme hésita avant de l'ouvrir. Le vicaire fit le signe de croix sans réfléchir. À l'intérieur se trouvait un livre relié en cuir, déformé par l'humidité et le temps. Sa couverture était sans titre. Miss Marple s'est penchée avec précaution et a tourné les premières pages.noms, date, symbole monétaire, lieu, Tanger, Alexandrie, Rome, code, et à côté de certains noms, de petits symboles à l'encre rouge, un astérisque, une croix, un poignard. Ce n'était pas un registre paroissial, mais un registre de transactions illicites, contrebande, vol peut-être chantage. C'est pour ça, dit doucement Miss Marple, que Robert a disparu. Et pourquoi quelqu'un a voulu que sa tombe soit vide? L'agent Greaves se leva, les sourcils froncés. Mais qui aurait pu deviner que c'était ici? Elle ferma doucement la boîte. Quelqu'un de proche, dit-elle, quelqu'un qui connaissait la chouette ou qui l'avait vue une fois et s'en souvenait, et quelqu'un qui craignait le retour de Margot Farrington ou qui savait qu'elle pourrait revenir. De retour dans son salon cet après-midi-là, Miss Marple a examiné la liste qu'elle avait griffonnée dans son carnet. Lawrence Dean, l'artiste, étranger, visiblement nerveux, connaissait suffisamment le cimetière pour admirer le travail de la pierre. Curiosité possible, mais motif incertain. Adela Crowthorne, lien passé avec Robert, possible connaissance de trafic d'objets, prétendait avoir reçu un pendentif mauresque. L'un de ses bijoux a été volé lors d'un prétendu cambriolage. L'année dernière, Clara Whitlow, manifestement digne de confiance, il était peu probable qu'elle ait agi sans motif. Elle avait gardé le secret sur la chouette toutes ces années, mais un nom revenait sans cesse dans ses pensées, un nom que personne ne connaissait et pourtant lié par le sang et l'histoire. Quelqu'un qui avait connu Robert et Margot, quelqu'un qui aurait craint que le registre ne soit rendu public, peut-être parce qu'il y figurait lui-même. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent légèrement. D'après son expérience, les meurtres étaient rarement commis par des inconnus, et la réapparition d'une pierre tombale, placée puis retirée, n'était pas seulement un message, c'était une répétition. Non pas la douce brume qui planait bas et sentimentalement au-dessus des haies, mais un rideau de pluie continue qui s'infiltrait dans les toits de chaume, tambourinait sur les vitres et transformait les sentiers en rubans boueux. Les champs au-delà du village se parèrent d'un éclat argenté sous les lampadaires, et même les bottes en caoutchouc les plus robustes grinçaient tristement. À l'intérieur du cottage de l'Ivy Tree, Miss Marple était confortablement assise, le feu crépitant dans son petit âtre, et un châle écossais posé sur ses genoux. Le registre retrouvé sous le rosier reposait dans un moule à gâteau doublé de lin près de son fauteuil, à l'abri de l'humidité. Elle avait déjà feuilleté ces pages fragiles à 2 reprises et avait soigneusement noté à la main les noms et les marques qui y figuraient. Plusieurs entrées avaient été rayées, d'autres annotées de symboles, étoiles, cercles, tirets occasionnels. Et si certains noms lui disaient peu de choses, d'autres lui rappelaient vaguement une vie passée à lire des chroniques nécrologiques, à écouter des conversations autour d'un thé, à savoir qui avait fait fortune par mariage, et qui s'avait discrètement glissé dans la disgrâce. Parmi les noms, un en particulier a sauté aux yeux,
Crowthorne, A2 Tanger, 1936, pendentif en jade, notation R. Miss Marple ne croyait pas aux coïncidences. Ce même pendentif en jade avait été mentionné quelques jours plus tôt par Adela Crowthorne elle-même, le même pendentif qu'elle avait dit avoir été perdu lors du cambriolage l'année dernière. Comme c'est pratique, comme c'est opportun. La mention R à côté de son nom, l'une des 4 seules initiales de ce type disséminées dans le registre, frappa Miss Marple d'une intention effroyablement délibérée. Il ne s'agissait pas d'une signature, mais d'une désignation. Probablement, une façon pour Robert Willoughby de traquer ceux qui avaient des liens personnels directs avec lui, amis, amants, complices ou des ennemis. Le lendemain matin, mademoiselle Marple assista à la communion en milieu de semaine à Saint Mildred, comme à son habitude. Sa présence était aussi attendue et rassurante que l'odeur du vernis sur les bancs. L'assemblée était clairsemée. Juste une poignée de veuves pieuses, M. Craggs somnolant discrètement et assise au premier rang, avec son chapeau prune, Madame Adela Crowthorne, de façon assez remarquable, après la brève cérémonie, et tandis que d'autres s'attardaient pour prendre le thé dans la salle paroissiale, Miss Marple s'est approchée d'elle dans l'allée. « Adela, dit-elle avec une douce chaleur, puis-je marcher un moment avec toi ?» La veuve se retourna, l'air serein. « Bien sûr, Jane, mais je soupçonne que tu penses à autre chose qu'à la météo. » Miss Marple sourit. « En effet, il s'agit de votre pendentif, celui en jade dont vous avez parlé. Celui que vous avez reçu anonymement, avez-vous dit. Une hésitation presque imperceptible. Oui, je me demande, était-ce vraiment anonyme? Le regard de Madame Crowthorne vacilla seulement un instant, mais ce fut suffisant. Je crois que vous saviez que cela venait de Robert Willoughby, poursuivit Miss Marple, et que c'était censé vous rappeler quelque chose ou quelqu'un. Adela soupira. Il faisait partie de ma vie il y a longtemps. Mais ça s'est mal terminé, Jane. Il m'a quitté sans prévenir. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais vous êtes mentionné dans un document qu'il a laissé, je crois, dit doucement Miss Marple. Un registre, un compte rendu de ces transactions, avec votre nom à côté d'un objet, le même pendentif. Adela pâlit. C'est absurde. J'aimerais que ce soit le cas. Ils s'arrêtèrent près de la porte de la Liche, la pluie s'égouttant rythmiquement de son toit incliné. Robert était bien des choses, dit enfin Adela, la voix tremblante. Mais il n'était pas cruel. Il ne m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Il m'a offert le pendentif en promesse, puis il a disparu. Et pourtant, répondit Miss Marple, quelqu'un a organisé sa tombe, quelqu'un qui voulait que ce registre refait surface, ou qu'il soit retrouvé par de mauvaises mains, quelqu'un qui avait quelque chose à perdre. Adela serra les dents. Ce n'était pas moi. Si j'avais voulu enterrer ce registre, je l'aurais fait depuis longtemps. Je l'aurais brûlé, déchiqueté. À moins que, dit Miss Marple, le regard bienveillant mais pénétrant, vous ne saviez pas où il se trouvait, jusqu'à ce que quelqu'un essaie de le déterrer. Adela recula, le vent taquinant le voile de son chapeau. Fais attention, Jane. Tu donnes l'impression que je suis prête à commettre un meurtre. Miss Marple se contenta d'incliner la tête. Je ne porte aucune accusation, juste des observations. Adela ne dit rien de plus et, après un moment tendu, s'éloigna d'un pas rapide. Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit une visite inattendue à Lawrence Dean. Le jeune artiste ouvrit la porte avec de la peinture encore sur les mains et un vague regard de fatigue dans les yeux. Miss Marple. Encore. J'ai bien peur d'avoir des questions. Il s'écarta sans un mot. À l'intérieur, Fern Cottage sentait la térébenthine et les toiles humides. Plusieurs œuvres récentes étaient adossées au mur du fond, des œuvres abstraites et audacieuses aux formes sombres et aux accents rouge sang. Je suis venu parce que quelque chose me tracasse, dit Miss Marple en s'asseyant délicatement au bord d'un fauteuil. Vous avez dit admirer le travail de la pierre tombale, et pourtant vous n'avez jamais travaillé la pierre. Votre travail a toujours été fait sur des supports plus doux. Bois, toile, gravure. Il fronça les sourcils. C'est vrai,
Et pourtant, vous avez reconnu le style. Cela demande de l'entraînement ou de la familiarité. Voyez-vous, la pierre tombale n'était pas neuve du tout. Elle avait été vieillie, artificiellement. Une patine astucieuse, du genre de celles utilisées par les restaurateurs, avait été appliquée. Quelqu'un voulait qu'elle regardait vieux, comme s'il avait toujours été là. Dean ne dit rien. Miss Marple pencha la tête. « Vous avez déjà travaillé dans la restauration, n'est-ce pas? Vous avez étudié à Florence, spécialisé dans les matériaux anciens. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Qui t'a dit ça? »« Votre CV, dit-elle. Il est publié sur le site de votre galerie d'art. J'ai demandé à la nièce de Léonard Tasker de me le montrer sur son téléphone. » Taiti, un silence, puis il rit, sec et creux. « D'accord, j'ai fait la pierre. Pour quelqu'un d'autre. Je ne savais pas pourquoi. Juste qu'elle devait ressembler à une pierre tombale de la fin des années 1950. On ne m'a dit quel nom gravé que le dernier jour. »« Qui t'a demandé ça? »« Je ne connais pas son vrai nom, dit-il doucement. Elle s'appelait Madame Fenwick. Elle disait écrire un roman, payé en liquide. » Miss Marple ressentit un picotement. À quoi ressemblait-elle? Blonde, grande. Elle portait des gants à l'intérieur. Elle avait un accent bizarre, comme si elle prétendait venir du Nord. Ni Adela, ni Clara. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui joue un rôle. A-t-elle dit où elle voulait que la pierre soit placée? Non, je l'ai déposée au cimetière tard un soir, comme prévu. Je l'ai laissée sur place. Quand je suis revenu le lendemain pour vérifier, il avait disparu. L'avez-vous signalé? Il haussa les épaules. J'étais payé. Je ne voulais pas que la police s'en mêle. Et honnêtement, je pensais que c'était juste une farce artistique macabre. Mais maintenant, ses yeux s'assombrirent. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir aidé quelqu'un à dissimuler quelque chose. Miss Marple se leva. Vous avez contribué à révéler quelque chose, Monsieur Dean, même si ce n'était pas votre intention. Ce soir-là, la pluie ruisselant encore sur les vitres, Miss Marple s'assit de nouveau près de son foyer, tricotant lentement. Un nouveau fil conducteur est apparu. Madame Fenwick, un faux nom, un faux accent, et une mise en scène destinée à perturber le village, à faire ressurgir le passé et à forcer une confrontation avec des vérités longtemps enfouies. Le registre était réel. Les secrets de Robert Willoughby étaient réels. Et quelque part à Sainte Mildred, quelqu'un avait essayé de mettre en scène son enterrement, non pas parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il craignait ce qu'il laissait derrière. Lui, c'était juste avant l'aube, lorsque le téléphone sonna à Ivy Tree Cottage. Un vieux modèle noir à cadran rotatif, dont la sonnerie grinçante rompait le silence comme une tasse de thé tombée. Miss Marple, déjà réveillée et en « robe de chambre », répondit avec son calme habituel. Miss Marple à l'appareil. « Jane, c'est Silas Peterbridge. » La voix du pasteur était haletante et tremblante. « Vous devez venir immédiatement. Il y a eu un autre incident, au cimetière. » À son arrivée, le soleil se levait à peine derrière les basses collines, projetant un reflet doré pâle sur les toits mouillés. L'air était vif et vif, encore chargé du parfum de la pluie de la nuit précédente. Le cimetière, habituellement silencieux, à l'exception du chant des oiseaux et du bruissement occasionnel des feuilles, vibrait du crissement des bottes et du murmure des voix officielles. L'agent Greaves se tenait près du mur sud, son carnet ouvert, les sourcils froncés. À côté de lui, le révérend Peterbridge se tordait les mains nerveusement. « C'est le même terrain », murmura-t-il à Miss Marple lorsqu'elle le rejoignit, là où se trouvait la fausse pierre tombale. Quelqu'un a creusé, encore. Le sol sous le rosier avait été arraché, moins soigneusement qu'avant. La terre était éparpillée, les racines brisées. Le trou était désormais plus profond, à près d'1 mètre de profondeur. Mais ce qui glaçait Miss Marple, ce n'était pas la vue du sol. C'était ce qui avait été laissé dans la tombe, un seul gant en cuir et une boucle d'oreille en perles pour femme. Elle fit un pas de plus et s'accroupit, prenant soin de ne rien déranger. Le gant était de belle qualité, porté au bout des doigts, avec un monogramme cousu à peine visible sur la doublure intérieure.
M.F. Margot Farrington, et la boucle d'oreille, une perle en forme de larme sertie dans une délicate monture en or, ne correspondait à aucune autre au village, à la connaissance de Miss Marple. Mais elle avait quelque chose de familier. Son style était d'une époque révolue, le genre de choses portées par une femme qui avait autrefois vécu dans le raffinement et le mystère. L'agent Greaves s'approcha. « Aucune trace de pas autour du site, madame. Le coupable était préparé. Il a creusé pendant la nuit et est reparti sans un bruit. Ou alors il n'est pas parti, » murmura Miss Marple. Les sourcils du gendarme se levèrent. « Ce n'est qu'une idée, » dit-elle en se levant. « Mais ce serait bien plus facile de déranger une tombe si on habitait déjà à proximité, si on connaissait le terrain. » Greaves parut troublé. « Tu crois que c'est un avertissement? »« Non, » dit Miss Marple. « Un message. Quelqu'un essaie de nous faire croire que Margot Farrington n'est pas qu'un nom du passé. Soit elle est là, soit quelqu'un veut nous faire croire qu'elle l'est. » Ce matin-là, Madame Headley, au bureau de poste, était débordée par les spéculations locales. La nouvelle de la deuxième perturbation se répandit encore plus vite que la première. Lorsqu'elle déposa le premier télégramme, une demi-douzaine de clients s'étaient déjà arrêtés pour simplement flairer la dernière histoire. « C'est une femme, je vous le dis, » murmura Madame Edgecombe. « Seule une femme laisserait derrière elle un gant et une boucle d'oreille. Ce n'est pas un crime pour un homme. »« Eh bien, quel genre de femme déterre des tombes ?» demanda M. Craggs, qui était soudainement plus alerte que d'habitude pendant sa collecte du courrier du matin. « Une femme qui a la vengeance au cœur, » répondit Madame Headley d'un ton sombre. « Ou une affaire inachevée. Au Crown and Buckle, le tenancier avait dressé un tableau, noir des suspects potentiels, d'après les ragots du village. Farrington Return Pool, pouvait-on lire en une écriture arachnéenne. En dessous, 6 noms étaient inscrits, et les paris étaient placés en pinte. Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas négliger les ragots du village. En réalité, elle croyait que les vérités les plus pures empruntaient souvent les chemins les plus absurdes. Mais cette fois, il y avait du danger dans l'air, un véritable danger. Quelqu'un est passé du symbolisme à la possession. Il prit si Sadifao ne faisait pas simplement référence au passé. Il l'invoquait, le revendiquait, et la suite logique d'une telle performance n'était pas d'enterrer la vérité, c'était pour faire taire quelqu'un. En début d'après-midi, Miss Marple rendit une nouvelle visite à Clara Whitlow. La femme âgée était pâle et nerveuse depuis leur dernière conversation. « Ils sont passés », dit Clara avant même que Miss Marple puisse s'asseoir. « Quelqu'un est entré dans la remise. Rien n'a été volé, mais mes gants de jardinage ont été emportés. Et mes lettres de Robert ont disparu. » La bouche de Miss Marple se serra. Quelqu'un a vu qui c'était? Clara secoua la tête. « J'étais chez ma nièce pour dîner. À mon retour, le loquet était cassé. Robert a-t-il déjà parlé de quelqu'un qu'il craignait ?» demanda Miss Marple. « Pas seulement de la méfiance, mais une véritable peur. » Clara hésita. Il y avait un nom. Pas un nom complet, juste « E ». Il l'avait écrit une fois dans une lettre. Il disait « Si E l'apprend, tout est perdu. » « E » demanda Miss Marple en plissant les yeux. « Il parlait peut-être d'Adela Crowthorne ?»« J'ai toujours pensé qu'il parlait d'un fonctionnaire, » dit Clara. « Mais oui, je suppose que c'est possible. » Miss Marple resta assise, très immobile. Adela avait éludé toute implication directe. Elle avait présenté son histoire avec Robert comme passionnée et malheureuse, mais avait soigneusement omis de préciser si leur chemin s'était croisé à nouveau. Si Robert l'avait craint et avait inscrit son nom dans le registre avec un R, alors peut-être que le pendentif n'était pas un souvenir du tout, c'était peut-être un avertissement ou du chantage. Miss Marple retourna à Ivy Tree Cottage et appela discrètement un vieil ami, le colonel Archibald Woolton, officier de renseignement à la retraite, vivant désormais dans le Devon et se tenant au courant, comme il aimait à le dire,
des péchés d'anciennes connaissances. Archie, dit-elle, j'ai besoin d'une enquête discrète sur une certaine... C'est Madame Adela Crowthorne, qui résidait à l'étranger dans les années 1930, plus particulièrement à Tanger. Liens avec des antiquités, des objets disparus ou des scandales consulaires. Mademoiselle Marple, répondit le grondement familier à l'autre bout du fil, vous vous mettez dans des situations vraiment bizarres. Je vous rappelle dans 2 jours. Demain, ce serait mieux. Il rit. Pour toi, Jane, toujours. Elle raccrocha et retourna dans son salon, où le moule à gâteau contenant le registre reposait toujours tranquillement. Le gant et la boucle d'oreille étaient désormais entre les mains de la police, mais elle en avait mémorisé tous les détails. Et elle avait une théorie en tête qu'elle ne pouvait pas encore confirmer, pas avant d'avoir affronté quelqu'un d'autre. Ce soir-là, juste avant le crépuscule, Miss Marple se rendit à Fern Cottage. Lawrence Dean répondit précipitamment, un chiffon humide à la main. « J'ai une question assez personnelle à te poser, dit-elle. « Bien sûr, dit-il en s'écartant. « Où avez-vous trouvé vos outils pour sculpter la pierre tombale ?» Il cligna des yeux. « Je les ai empruntés à l'atelier de menuiserie de l'école du village. Monsieur Davis me laisse utiliser cet espace de temps en temps. » Miss Marple hocha la tête. « Et quelqu'un d'autre a-t-il vu votre carnet de croquis récemment? Celui avec le croquis de la pierre tombale? Il s'interrompit. « Il a disparu il y a 1 semaine. Je pensais l'avoir laissé à la galerie de Marlborough. Quelqu'un l'a pris, dit-elle, et a ensuite placé le gant et à la boucle d'oreille pour suggérer la présence de Margot Farrington. Ils ont utilisé vos plans, vos accès. » Lawrence pâlit. « Mais pourquoi ?» Miss Marple le regarda attentivement. « Parce que quelqu'un essaie de te piéger. » Les lampes. Ivy Tree Cottage brillait faiblement dans le crépuscule naissant, tandis que Miss Marple rentrait de Fern Cottage, l'esprit enflammé par ses pensées. Elle se déplaçait avec une grâce tranquille, le pas mesuré, le visage serein. Mais en elle, un schéma se dessinait, un schéma familier, où la vérité ne résidait pas dans la confrontation, mais dans l'observation. Toujours l'observation. La clé pour résoudre les mystères, comme Miss Marple le disait souvent, n'était pas de découvrir tous les secrets, mais de remarquer lesquels des Gensa fait de son mieux à garder. Lawrence Dean n'était pas un criminel. Elle en était désormais convaincue. Il n'était qu'un participant involontaire, un pion utilisé pour son talent et son isolement. Il avait sculpté la pierre tombale sous de faux prétextes, suivant les instructions d'une femme se faisant appeler Madame Fenwick. Mais ses outils avaient été empruntés, son carnet de croquis volé. Et maintenant quelqu'un tentait d'utiliser cette piste pour suggérer qu'il était revenu sur les lieux, pour creuser la tombe perturbée, y planter un gant et une boucle, d'oreilles pointant vers un fantôme. Il ne s'agissait plus seulement de Robert Willoughby, il s'agissait d'encadrer le présent pour effacer le passé. Et quelqu'un d'intelligent, dirigeait toute la représentation depuis les coulisses. Le lendemain matin apporta un rare éclat de soleil. Les oiseaux chantaient avec enthousiasme dans les haies, comme si la nature était déterminée à rétablir l'ordre. Mais le village était agité. Quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Les gens étaient plus calmes, plus méfiants. Ils ne passaient plus devant le cimetière sans jeter un coup d'œil par-dessus leur épaule. À la poste, la file d'attente habituelle était calme. Madame Headley commentait à peine le retard des journaux du matin. Monsieur Craggs oubliait de retirer ses timbres. Même les ragots avaient pris une tournure alarmiste. Miss Marple observait tout cela depuis son point de vue, sur le banc près du green. Elle avait décidé qu'il était temps d'agir. Il existait une technique qu'elle avait lue, un jour dans un roman. Pas particulièrement bon, mais dont le concept était intéressant. Un détective avait réuni tous les suspects sous prétexte de révéler un nouvel indice, observant leurs réactions plutôt que de porter une accusation. Miss Marple, bien sûr, avait sa propre variante. Elle préférait la subtilité. Elle préférait Test et, donc, elle en a planifié un. À midi,
Les invitations étaient lancées, soigneusement rédigées et parfaitement anodines. Une réunion informelle au presbytère, officiellement pour discuter d'un nouveau projet de préservation des pierres tombales les plus abîmées du cimetière. Le révérend Peter Bridge était plus que ravi d'accueillir l'événement, surtout si cela signifiait apaiser le village et montrer, selon ses propres termes, une main ferme mais réconfortante. « Le thé sera-t-il servi » avait-il demandé en ajustant nerveusement son col. « Certainement » avait dit Miss Marple, « et peut-être une assiette de biscuits au citron de votre gouvernante. On en dit long sur les biscuits au citron. » À 2 heures, le salon du presbytère était doucement animé. Parmi les personnes rassemblées se trouvait Madame Adela Crowthorne, composée et resplendissante dans une broche en saphir, bien que ses yeux clignotaient brusquement à chaque mot. Lawrence Dean, pâle et silencieux, assis près du fond, son carnet de croquis serré comme un bouclier. Clara Whitlow, qui était venue à la demande personnelle de Miss Marple, l'air épuisé mais curieux. Mademoiselle Ivy Deering, convoquée sous prétexte de partager des notes historiques locales. Le gendarme Greaves, affiché près de la porte au cas où les choses tourneraient mal. Miss Marple, assise sous la fenêtre, attendit que le thé soit servi et que les biscuits soient passés avant de s'éclaircir la gorge avec un doux « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle de ce ton doux qui portait toujours plus loin qu'on ne l'imaginait. Je m'excuse si le sujet est moins festif qu'il ne pourrait l'être, mais j'ai jugé nécessaire d'aborder un sujet qui concerne non seulement l'état du cimetière, mais aussi la paix de notre communauté. Il y eut de petits hochements de tête, des murmures d'approbation. Elle a poursuivi « Vous êtes tous, je crois, au courant des événements curieux entourant l'apparition et la disparition soudaine d'une pierre tombale dédiée à Robert Willoughby, et plus récemment la découverte plutôt inquiétante d'un gant et d'une boucle d'oreille de femme dans une tombe peu profonde. » Lawrence bougea légèrement sur son siège. Miss Marple poursuivit « Certains voudraient nous faire croire qu'il s'agissait d'un étranger perturbé. Mais j'en suis arrivé à une conclusion différente. La pièce devint silencieuse. Elle sourit doucement, son regard passant d'un visage à l'autre. Je crois que c'était délibéré. Une performance. Non pas pour découvrir quelque chose, mais pour tromper-nous. Pour envoyer un message, oui, mais surtout pour créer peur. Et surtout, pour piéger quelqu'un d'innocent. Adela Crowthorne se pencha en avant. « Tu as quelqu'un en tête, je suppose. » Miss Marple se tourna doucement vers elle. « Oui, mais d'abord j'aimerais lire un passage. » De son sac à main, elle sortit une copie de la lettre de Robert Willoughby, celle destinée à Margot. Farrington, elle le lut à haute voix, s'arrêtant seulement pour insister. « Le registre reste caché. Ils ne doivent jamais le trouver, ni dans l'église ni près des roses. N'en parlez à personne. Faites confiance à Clara. » À l'évocation du nom de Clara, plusieurs têtes se tournèrent vers la vieille femme, qui cligna des yeux de surprise. « Je ne savais pas qu'il avait écrit ça, » murmura-t-elle. « Mais quelqu'un l'a fait, » dit Miss Marple. « Quelqu'un qui a eu accès à cette lettre, qui l'a lue, qui savait exactement où se trouvait le registre, et que Clara était la dernière personne vivante liée à son emplacement. » Elle se tourna ensuite vers Ivy Deering. « Vous, mademoiselle Deering, avez hérité de Larkspur Cottage, et votre tante gardait la lettre dans une boîte en fer blanc. Vous me l'avez donnée vous-même. Mais je me demande maintenant si vous l'avez jamais lue, avant tu l'as remis. » Les lèvres d'Ivy s'amincirent. « Bien sûr que non. » Miss Marple l'observa attentivement. « Alors, comment expliquez-vous cela ?» De son sac à main, elle sortit le gant et la boucle d'oreille assortie, récupérés le matin même auprès de l'agent Greaves, qui les avait rendus à contre-cœur à des fins de démonstration uniquement. Elles ont été identifiées plus tôt dans la journée par un membre du cercle des femmes, dit mademoiselle Marple. Elles avaient appartenu à votre mère, une paire conservée dans un coffret à bijoux au grenier de Larkspur, un héritage de son époque londonienne, où elle se produisait au théâtre sous le nom Fenwick.
Le silence tomba comme une pierre dans l'eau. Les yeux d'Adela s'écarquillèrent. Les mains d'Ivy Deering agrippèrent sa jupe. Miss Marple parla doucement mais fermement. « Vous avez utilisé le nom de votre mère. Vous avez approché Lawrence Dean. Vous avez commandé une fausse pierre tombale. Vous avez placé les accessoires de votre mère pour suggérer que Margot Farrington était revenue, sachant qu'elle était déjà morte. Non, vous avez lu la lettre. Vous craignez ce que le registre révélerait. Parce que votre famille a bénéficié d'au moins une des transactions enregistrées par Robert. Peut-être même avez-vous étouffé son histoire pour protéger la réputation de votre mère ou la vôtre. Je ne voulais blesser personne, murmura Ivy, les yeux écarquillés. Je voulais juste s'en aller. Cette tombe, son nom, tout m'a rappelé. Mais au lieu de le cacher, dit doucement Miss Marple, vous l'avez mis en lumière, et vous avez tenté de piéger Laurence pour détourner les soupçons. C'est là, Miss Deering, votre véritable erreur. L'agent Greaves s'est avancé. Je crois que nous ferions mieux de poursuivre cette conversation à la gare, a-t-il déclaré. Ivy ne dit rien, mais ses épaules s'affaissèrent, vaincues. Bien sûr, dit-il en s'écartant. Où avez-vous trouvé vos outils pour sculpter la pierre tombale? Il cligna des yeux. Je les ai empruntés, à l'atelier de menuiserie de l'école du village. Monsieur Davies me laisse utiliser cet espace de temps en temps. Miss Marple hocha la tête. Et quelqu'un d'autre a-t-il vu votre carnet de croquis récemment? Celui avec le croquis de la pierre tombale? Il s'interrompit. Il a disparu il y a une semaine. Je pensais l'avoir laissé à la galerie de Marlborough. Quelqu'un l'a pris, dit-elle, et a ensuite placé le gant et la boucle d'oreille pour suggérer la présence de Margot Farrington. Ils ont utilisé vos plans, vos accès. Lawrence pâlit. Mais pourquoi? Miss Marple le regarda attentivement. Parce que quelqu'un essaie de te piéger. Les lampes d'Ivy Tree Cottage brillaient faiblement dans le crépuscule naissant, tandis que Miss Marple rentrait de Fern Cottage, l'esprit enflammé par ses pensées. Elle se déplaçait avec une grâce tranquille, le pas mesuré, le visage serein. Mais en elle, un schéma se dessinait, un schéma familier, où la vérité ne résidait pas dans la confrontation, mais dans l'observation. Toujours l'observation. La clé pour résoudre les mystères, comme Miss Marple le disait souvent, n'était pas de découvrir tous les secrets, mais de remarquer lesquels des gens ça fait de son mieux à garder. Lawrence Dean n'était pas un criminel. Elle en était désormais convaincue. Il n'était qu'un participant involontaire, un pion utilisé pour son talent et son isolement. Il avait sculpté la pierre tombale sous de faux prétextes, suivant les instructions d'une femme se faisant appeler Madame Fenwick. Mais ses outils avaient été empruntés, son carnet de croquis volé. Et maintenant quelqu'un tentait d'utiliser cette piste pour suggérer qu'il était revenu sur les lieux, pour creuser la tombe perturbée, y planter un gant et une boucle, d'oreilles pointant vers un fantôme. Il ne s'agissait plus seulement de Robert Willoughby. Il s'agissait d'encadrer le présent pour effacer le passé. Et quelqu'un d'intelligent, dirigeait toute la représentation depuis les coulisses. Le lendemain matin apporta un rare éclat de soleil. Les oiseaux chantaient avec enthousiasme dans les haies, comme si la nature était déterminée à rétablir l'ordre. Mais le village était agité. Quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Les gens étaient plus calmes, plus méfiants. Ils ne passaient au plus devant le cimetière sans jeter un coup d'œil par-dessus leur épaule. À la poste, la file d'attente habituelle était calme. Madame Headley commentait à peine le retard des journaux du matin. Monsieur Craggs oubliait de retirer ses timbres. Même les ragots avaient pris une tournure alarmiste. Miss Marple observait tout cela depuis son point de vue, sur le banc près du green. Elle avait décidé qu'il était temps d'agir. Il existait une technique qu'elle avait lue qu'un jour dans un roman, pas particulièrement bon, mais dont le concept était intéressant. Un détective avait réuni tous les suspects sous prétexte de révéler un nouvel indice, observant leur réaction plutôt que de porter une accusation. Miss Marple, bien sûr, avait sa propre variante. Elle préférait la subtilité. Elle préférait test. Et
Donc elle en a planifié un. À midi, les invitations étaient lancées, soigneusement rédigées et parfaitement anodines. Une réunion informelle au presbytère, officiellement pour discuter d'un nouveau projet de préservation des pierres tombales les plus abîmées du cimetière. Le révérend Petherbridge était plus que ravi d'accueillir l'événement, surtout si cela signifiait apaiser le village et montrer, selon ses propres termes, une main ferme mais réconfortante. Le thé sera-t-il servi? Avait-il demandé en ajustant nerveusement son col. Certainement, avait dit Miss Marple, et peut-être une assiette de biscuits au citron de votre gouvernante. On en dit long sur les biscuits au citron. À 2 heures, le salon du presbytère était doucement animé. Parmi les personnes rassemblées se trouvait Madame Adela Crowthorne, composée et resplendissante dans une broche en saphir, bien que ses yeux clignotaient brusquement à chaque Smot Lawrence Dean, pâle et silencieux, assis près du fond, son carnet de croquis serré comme un bouclier. Clara Whitlow, qui était venue à la demande personnelle de Miss Marple, l'air épuisé mais curieux. Mademoiselle Ivy Deering, convoquée sous prétexte de partager des notes historiques locales. Le gendarme Greaves, affiché près de la porte au cas où les choses tourneraient à mal. Miss Marple, assise sous la fenêtre, attendit que le thé soit servi et que les biscuits soient passés avant de s'éclaircir la gorge avec un doux « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle de ce ton doux qui portait toujours plus loin qu'on ne l'imaginait. « Je m'excuse si le sujet est moins festif qu'il ne pourrait l'être, mais j'ai jugé nécessaire d'aborder un sujet qui concerne non seulement l'état du cimetière, mais aussi la paix de notre communauté. » Il y eut de petits hochements de tête, des murmures d'approbation. Elle a poursuivi « Vous êtes tous, je crois, au courant des événements curieux entourant l'apparition et la disparition soudaine d'une pierre tombale dédiée à Robert Willoughby, et plus récemment la découverte plutôt inquiétante d'un gant et d'une boucle d'oreille de femme dans une tombe peu profonde. » Lawrence bougea légèrement sur son siège. Miss Marple poursuivit « Certains voudraient nous faire croire qu'il s'agissait d'un étranger perturbé, mais j'en suis arrivé à une conclusion différente. » La pièce devint silencieuse. Elle sourit doucement, son regard passant d'un visage à l'autre. « Je crois que c'était délibéré, une performance. Non pas pour découvrir quelque chose, mais pour tromper nous. Pour envoyer un message, oui, mais surtout pour créer peur et surtout pour piéger quelqu'un d'innocent. » Adela Crowthorne se pencha en avant. « Tu as quelqu'un en tête, je suppose. » Miss Marple se tourna doucement vers elle. « Oui, mais d'abord j'aimerais lire un passage. » De son sac à main, elle sortit une copie de la lettre de Robert Willoughby, celle destinée à Margot. Farrington, elle le lut à haute voix, s'arrêtant seulement pour insister « Le registre reste caché. Ils ne doivent jamais le trouver. Ni dans l'église, ni près des roses. N'en parlez à personne. Faites confiance à Clara. » À l'évocation. Du nom de Clara, plusieurs têtes se tournèrent vers la vieille femme qui cligna des yeux de surprise. « Je ne savais pas qu'il avait écrit ça, » murmura-t-elle. « Mais quelqu'un l'a fait, » dit Miss Marple. « Quelqu'un qui a eu accès à cette lettre. Qui l'a lue, qui savait exactement où se trouvait le registre, et que Clara était la dernière personne vivante liée à son emplacement. » Elle se tourna ensuite vers Ivy Deering. « Vous, mademoiselle Deering, avez hérité de Larkspur Cottage, et votre tante gardait la lettre dans une boîte en fer blanc. Vous me l'avez donnée vous-même. Mais je me demande maintenant si vous l'avez jamais lue avant Tulas remis. » Les lèvres d'Ivy s'amincirent. « Bien sûr que non. » Miss Marple l'observa attentivement. « Alors comment expliquez-vous cela ?» De son sac à main, elle sortit le gant et la boucle d'oreille assortie, récupérés le matin même auprès de l'agent Greaves, qui les avait rendus à contre-cœur à des fins de démonstration uniquement. Elles ont été identifiées plus tôt dans la journée par un membre du cercle des femmes, dit mademoiselle Marple. Elles avaient appartenu à votre mère, une paire conservée dans un coffret à bijoux au grenier de Larkspur, qu'un héritage de son époque londonienne, où elle se produisait au théâtre sous le nom Fenwick.
Le silence tomba comme une pierre dans l'eau. Les yeux d'Adela s'écarquillèrent. Les mains d'Ivy Deering agrippèrent en sa jupe. Miss Marple parla doucement mais fermement. « Vous avez utilisé le nom de votre mère. Vous avez approché Lawrence Dean. Vous avez commandé une fausse pierre tombale. Vous avez placé les accessoires de votre mère pour suggérer que Margot Farrington était revenue, sachant qu'elle était déjà morte. Non, vous avez lu la lettre. Vous craignez ce que le registre révélerait. Parce que votre famille a bénéficié d'au moins une des transactions enregistrées par Robert. Peut-être même avez-vous étouffé son histoire pour protéger la réputation de votre mère, ou la vôtre. Je ne voulais blesser personne, murmura Ivy, les yeux écarquillés. Je voulais juste s'en aller. Cette tombe, son nom, tout m'a rappelé. Mais au lieu de le cacher, dit doucement Miss Marple, vous l'avez mis en lumière, et vous avez tenté de piéger Lawrence pour détourner les soupçons. C'est là, Miss Deering, votre véritable erreur. L'agent, Greaves s'est avancé. Je crois que nous ferions mieux de poursuivre cette conversation à la gare. A-t-il déclaré. Ivy ne dit rien. Mais ses épaules s'affaissèrent, vaincues. La pièce se vida lentement. Le thé était froid sur le buffet. Le soleil déclinait derrière le clocher de l'église. Lawrence Dean s'attarda en dernier, planant, avec incertitude. « Mademoiselle Marple, dit-il enfin, pourquoi m'avez-vous fait confiance ?» Elle sourit. « Parce que tu as regardé la pierre tombale comme un artiste, pas comme un meurtrier. » Il partit avec un sourire penaud, tandis qu'elle retournait à son tricot, le motif lisse et ininterrompu une fois de plus. Ce soir-là, le crépuscule printanier s'attarda inhabituellement longtemps sur Sainte Mildred, baignant le village d'une lueur couleur pêche qui adoucissait ses haies, et ses maisons en briques couleur miel en silhouette paisible. Pourtant, malgré tout son charme, une tension sourde subsistait dans l'air, une tension que même le lilas le plus parfumé ne parvenait pas à masquer entièrement. Les événements de la semaine écoulée avaient mis au jour non seulement une fausse tombe, mais aussi des couches de tromperie plus profondes qu'on ne l'aurait imaginé. Et maintenant, avec la révélation de Miss Marple au presbytère résonnant encore dans les ruelles et les salons, les villageois commencèrent à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir, pas seulement sur Robert Willoughby ou Margot Farrington, mais sur Ivy Deering, dont le nom n'avait jamais suscité auparavant plus qu'un bâillement d'indifférence. À l'intérieur du cottage de l'Ivy Tree, Miss Marple déposa une tasse de thé fraîche près de son fauteuil et s'assit, son tricot fermé sur les genoux. Ce soir-là, elle ne pensait ni à la laine ni au patron. Elle réfléchissait, comme elle le faisait souvent après qu'un mystère ait commencé à se dissiper, à la nature humaine, à la peur, à l'orgueil et à la curieuse façon dont les gens refaçonnaient parfois le passé, non pour le préserver, mais pour y échapper. Mais cette affaire n'était pas tout à fait terminée. Pas encore. Le lendemain matin, un léger brouillard recouvrait la place du village. L'agent Greaves se tenait dans la sacristie de l'église Sainte Mildred, discutant à voix basse avec le révérend Petherbridge, lorsque mademoiselle Marple entra, salua poliment les deux hommes et demanda « Puis-je la voir ?» Greaves parut hésitant. « Elle n'est pas en garde à vue, à proprement parler, mademoiselle Marple. Nous n'avons pas assez d'éléments pour porter des accusations formelles, juste. Des soupçons, mais je crois qu'elle est au bureau paroissial, discrète. Elle n'a pas dit grand-chose. » Ivy Deering était assise seule au petit bureau, où étaient habituellement affichés les bancs de mariage et les listes de chorale. Elle ne leva pas les yeux à l'entrée de Miss Marple, mais la salua d'un léger hochement de tête. « Je suis venu vous remercier, » dit Ivy d'une voix neutre, aussi étrange que cela puisse paraître. Miss Marple s'approcha de la fenêtre, croisa les mains derrière le dos et regarda l'herbe humide du cimetière. « Vous voulez dire pour vous avoir exposé, pour y mettre fin, la peur, l'attente. » Miss Marple se retourna. « Alors, vous l'admettez ?» Ivy hésita. Son regard, autrefois perspicace, exprimait désormais une profonde fatigue. « J'avoue
que j'ai caché le gant et la boucle d'oreille. Ils appartenaient à ma mère. J'ai pensé que ce serait poétique, d'une certaine manière, que les gens supposent que Margot Farrington est revenue et enterre peut-être à nouveau le passé. C'était insensé. Et la pierre tombale? Demanda doucement Miss Marple. Je voulais effrayer Clara. Et toi, pour être honnête, je pensais que tu abandonnerais si tout cela te paraissait trop confus, comme une vieille histoire de fantôme. Mais je n'avais pas l'intention d'aller aussi loin. L'expression de Miss Marple s'adoucit. Pourquoi ne pas simplement détruire le registre quand vous l'avez trouvé? Ivy baissa les yeux. Parce que je ne le trouvais pas. J'aurais cherché CE. Rosier avait été caché pendant des jours avant ton arrivée. Mais Robert l'avait trop bien enterré, et puis tu es réapparu. Et Clara s'est mise à parler de hibou, de mots et de lettres, et j'ai compris que tout finirait par sortir de toute façon. J'ai donc de nouveau mis en scène la tombe, de manière plus spectaculaire cette fois, pour détourner les soupçons. C'était le seul moyen de retarder ce que je craignais. « Et c'était quoi ça ?» demanda Miss Marple. « La vérité, » murmura Ivy. « Ma mère était impliquée dans ce que Robert faisait. Elle vendait des antiquités. Elle en tirait profit. Elle le faisait d'abord pour survivre, dit-elle, puis pour le réconfort, puis pour la fierté. C'était Madame Fenwick, un nom de scène, d'avant-guerre. Elle pensait que personne ne s'en souvenait. Mais Robert le savait. Il l'avait aidé une fois, avait dissimulé quelque chose. Puis il est parti, laissant derrière lui ses secrets. Miss Marple poussa un petit soupir. Vous essayez de protéger sa réputation. Oui, dit doucement Ivy, et la mienne. Je ne voulais pas qu'on se souvienne de moi comme de la fille d'un criminel, pas dans ce village. Miss Marple se dirigea vers le bureau et s'assit en face d'elle. Ma chère, ta plus grande erreur a été de ne pas vouloir protéger le passé. C'était de sous-estimer les habitants de ce village. La plupart d'entre eux ne se souviennent pas de ce qui s'est passé il y a 30 ans. Et ceux qui s'en souviennent pardonnent généralement plus qu'on ne l'imagine. Ivy eut un rire cassant. On n'a jamais parlé de toi, alors. Oh, dit Miss Marple avec un léger sourire. On m'a parfois traité de curieuse, de tatillonne, voire de sinistre en cardigan, mais je dors plutôt bien. Elle se leva. Si je peux me permettre une suggestion, mieux vaut raconter sa propre histoire que de laisser quelqu'un d'autre l'écrire à sa place. Plus tard dans la journée, Clara Whitlow se tenait près du mur sud du cimetière, les yeux rivés sur les rosiers, les mains enfouies dans un épais châle. Miss Marple s'approcha discrètement et se plaça à côté d'elle. « Alors c'était Ivy depuis le début, » dit Clara d'une voix douce. « Je ne m'en serais jamais douté. Mais je suppose que c'est toujours comme ça. Elle l'a fait pour protéger quelqu'un qu'elle aimait, » a déclaré Miss Marple. Clara hocha tristement la tête. « Je suis contente que le registre soit en sécurité maintenant. J'ai gardé ce secret trop longtemps. » Miss Marple lui tapota le bras. « Le monde a changé. Ce qui était autrefois scandaleux appartient désormais à l'histoire. » Ils restèrent silencieux un moment. « Et qu'est-ce que tu vas en faire ?» demanda Clara. « Les autorités prendront le relais maintenant, » répondit Miss Marple. « Mais j'ai fait ma propre copie au cas où. » Clara sourit. « Tu as toujours été minutieuse. »« J'essaie, » dit Miss Marple. Le coup de théâtre final ne vient pas du grand livre, ni du gant, ni de la pierre tombale falsifiée. C'est arrivé par la poste. 3 jours après les aveux d'Ivy, Miss Marple reçut un colis emballé dans du papier Kraft épais. L'adresse de retour ne portait aucun nom, seulement une boîte postale londonienne. À l'intérieur se trouvait un petit pendentif en jade en forme de feuille, enveloppé dans du papier de soie, et une carte. À Jane Marple, on en voit plus qu'on. Ne le laisse paraître, mais il vaut mieux garder certaines choses à moitié cachées. Merci d'avoir laissé la mémoire de maman intacte. Maryland, Miss Marple, approcha le pendentif de la lumière. C'était sans aucun doute celui qu'Adela Crowthorne avait décrit, qu'elle croyait perdu lors d'un cambriolage qui n'avait peut-être jamais eu lieu. Elle le plaça délicatement dans un tiroir et le ferma. Certaines vérités,
a-t-elle admis, méritent d'être laissés de côté comme les vieilles tombes qui ne sont plus nécessaires. À l'office du dimanche, la vie avait repris son cours. On parlait à nouveau de choses ordinaires. La fête, le programme de pâtisserie des femmes, la restauration prochaine de l'orgue. Personne n'a parlé de Robert Willoughby. Madame Edgecombe, croisant Miss Marple dans l'allée, dit d'un ton enjoué. « Une affaire terrible, mais Dieu merci, tout est réglé. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie. « Oui, en effet, même si j'ose dire que ça n'a jamais vraiment été à propos de Robert. »« Oh, non, répondit-elle. Il s'agissait de savoir jusqu'où les gens sont prêts à aller pour enterrer le passé, et jusqu'où il faut creuser pour le faire ressurgir. » Elle continua à marcher, son expression douce, son pas léger. Le passé s'est levé et est revenu à la terre. Et Sainte Mildred, pour l'instant, pouvait respirer facilement. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans un silence étrange à Sainte Mildred, non pas le silence menaçant qui avait précédé l'étrange apparition de la pierre tombale, mais un silence plus doux, comme l'accalmie, qui suit un orage. Le village n'était pas tout à fait revenu à la normale. Miss Marple aurait même soutenu qu'aucun village ne le faisait vraiment, une fois qu'il avait entrevu les ressorts de son propre passé. Mais on avait le sentiment que les filles s'étaient rassemblées. L'aiguille de la vérité, bien que délicatement appliquée, avait scellé la couture. Le cimetière n'attirait plus ni visiteurs curieux, ni intrus nocturnes. L'espace sous les rosiers avait été réensemencé et délimité par un modeste ruban, une mesure temporaire en attendant que le vicaire réfléchisse à un hommage plus durable, quelque chose de respectueux, peut-être un banc, songea-t-il, gravé d'un vers qui ne faisait aucune mention de Robert Willoughby, ni d'aucune pierre, tombale. Miss Marple, quant à elle, reprit ses occupations avec une satisfaction tranquille. Il y avait des fleurs à soigner, des confitures à conserver, et un nouveau bonnet de baptême à tricoter pour la plus jeune petite fille du boulanger. Mais son esprit continuait de ruminer les détails de l'affaire, car, bien que le coupable qu'ait été démasqué et le registre en sécurité, quelque chose la tiraillait encore, un fil qui restait à tisser. Cela venait, comme souvent avec Miss Marple, non pas de la révélation d'une nouvelle preuve, mais d'une observation lointaine. On retrouve dans les derniers mots d'Ivy Deering « Je voulais juste que ça disparaisse ». Elle n'avait pas dit lui, elle n'avait pas dit Robert. Elle avait, dit-il, la réponse arriva un mardi matin, calme et lumineux. La verdure du village scintillait de rosée et les haies tremblaient légèrement sous la brise. Miss Marple se tenait devant le portail de son jardin, observant le vélo du facteur s'agiter dans le chemin. « Une lettre pour vous, Miss Marple », appela le jeune Peter, un garçon poli aux jambes trop longues et aux oreilles qui rougissaient facilement. « Merci, ma chère. » Elle prit l'enveloppe, oblitérée par la poste de Cornouailles, et la retourna à l'intérieur. L'écriture sur l'enveloppe lui était inconnue, mais la signature au bas du bref mot la fit s'arrêter. À Willoughby. La note était brève, écrite d'une écriture fine et soignée. « Chère Miss Marple, j'ai entendu, par une rumeur plutôt inhabituelle, que mon défunt frère Robert avait de nouveau semé le trouble. Je craignais que cela n'arrive un jour. Je vous remercie pour votre discrétion et votre patience. Il n'était pas toujours facile à comprendre, mais il avait ses raisons pour ce qu'il gardait secret. Ma nièce, Margot Farrington, est décédée. L'hiver dernier. Discrètement, elle n'a jamais eu connaissance du registre. Laissons le passé de côté. C'est tout ce que nous avons toujours voulu. Avec mes sincères salutations, Agnès Willoughby. » Miss Marple lut la note 2 fois, puis la plia soigneusement et la plaça dans son tiroir à côté du pendentif en jade. Ainsi, Margot était bel et bien partie. La boucle d'oreille, le gant, l'évocation obsédante de son retour, tout cela avait été inventé par Ivy. Pourtant, l'histoire n'était pas née de la pure imagination. Le passé était là, en attente, sous la surface, et les Willoughby, semblait-il, avaient toujours préféré le silence des choses enterrées. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple prit le thé au presbytère avec le révérend Petherbridge et Clara Fruitlow.
L'ambiance était plus légère à la conversation plutôt qu'au confessionnal. Clara avait commencé, encouragée, à aider l'Église à classer ses anciens registres funéraires. Sa mémoire des noms et des lignées familiales s'avérait étonnamment utile. « Tu vois, Jane ?» ça dit-elle en versant une deuxième tasse. « Une fois que tu commences à regarder qui appartenait à quel endroit, tu découvres que le village est plus connecté que nous ne l'aurions jamais pensé. »« Tout à fait, » dit Miss Marple en versant du sucre dans sa tasse. « C'est souvent comme ça. Les secrets sont rarement loin de la surface, et les familles, même les plus discrètes, ont tendance à laisser des traces. » Le vicaire, revenu la veille d'une conférence diocésaine, ajouta « Il a même été question de rendre votre travail ici, plus officiel. Un fonds historique, local peut-être. Vous seriez idéal pour le conseil. » Miss Marple sourit. « Cela paraît très gentil, mais je trouve que la vérité, historique ou autre, a tendance à se révéler sans les canaux officiels, surtout dans les jardins. » Clara gloussa. « Ou dans les massifs de roses. » Miss Marple lui jeta un regard en coin mais ne dit rien. Certaines choses, Clara elle-même ne les avait jamais pleinement expliquées, comme pourquoi elle avait su si longtemps quel rosier éviter, ou comment elle avait su que l'écriture de Robert survivrait au sol. Mais Miss Marple croyait qu'il fallait laisser sa dignité aux gens. Clara avait gardé le secret de Robert toutes ces années, non par culpabilité mais par amour, et l'amour aux yeux de Miss Marple était rarement soigné. Cette semaine-là, le village de St. Mildred's se tourna vers les intrigues plus ordinaires de la vie rurale. Le chat de Madame Edgecombe avait disparu depuis 3 jours et était revenu avec le collier d'un autre. L'Institut des femmes était empêtré dans une dispute pour savoir si la rhubarbe était un fruit ou un légume à la foire d'été, et la fille du magistrat local s'était mise à fumer derrière l'épicerie. L'étrange pierre tombale est devenue petit à petit une simple histoire. Les enfants se mettaient au défi de marcher sur son emplacement et de murmurer le nom de Willoughby. Les adolescents, après avoir bu un verre de trop, prétendaient apercevoir des silhouettes sombres parmi les ifs. Mais les adultes, pour la plupart, oubliaient poliment l'épreuve, ou du moins l'enfouissaient sous des rumeurs plus fraîches. Seule Miss Marple se souvenait de chaque détail. Elle les classait, non par contrainte, mais parce qu'elle comprenait que la nature humaine ne changeait guère avec le temps. La pierre tombale d'aujourd'hui était le scandale d'hier, et celle de demain pourrait être plantée avec autant de soin. Elle a écrit une brève entrée dans son carnet privé sous le titre « La tombe qui n'a jamais été occupée ». En dessous, elle a écrit 3 lignes. Le crime n'est pas toujours fondé sur la malveillance, mais parfois sur la peur. La vérité ne se révèle pas facilement. Il faut la persuader doucement. Une scène ne reste jamais vide très longtemps. Quelqu'un entrera toujours dans la lumière. Elle ferma le cahier et le remit sur l'étagère. 2 jours plus tard, Miss Marple était en train de tailler ses rosiers lorsque Lawrence Dean est passé avec un paquet emballé sous le bras. « C'est un merci », dit-il, légèrement gêné, « pour avoir cru en moi. » À l'intérieur se trouvait une gravure sur bois, le cimetière au clair de lune, les ifs lourds et penchés, la porte de la liche légèrement entr'ouverte. Mais le détail le plus frappant était le rectangle de terre vide, juste en dessous du mur sud, une simple parcelle de terre retournée, sans marque, ni sinistre, ni respectueuse. Justine attendant. Miss Marple sourit. « C'est magnifique. Et honnête, je n'étais pas sûr que ça te plairait, » admit Laurence. « Il n'y a aucune solution. »« Oh, mais c'est vrai, » dit-elle. « Une question ouverte est souvent la plus sincère. » Il partit d'un pas plus léger. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, un châle noué autour des épaules. L'horloge tic-taquait doucement sur la cheminée. Dehors, le vent agitait les haies, murmurant doucement des histoires encore inédites. Toutes les tombes n'avaient pas besoin d'occupants. Certains avaient simplement besoin d'être reconnus, soignés, non pas avec des fleurs ou des pierres, mais avec un souvenir. Et peut-être que dans cette douce attention, la paix pourrait enfin prendre racine.